Un certain nombre de convictions risquent d'être ébranlées ou perturbées, mais savez-vous, ce type justement de moments de perturbation font partie du processus d'apprentissage et de la curiosité intellectuelle, académique, sans laquelle aucune recherche ne peut exister de façon, j'allais dire, correcte et fonctionnelle, fructueuse à long terme en tout cas. Euh, J'espère malgré tout ne pas blesser trop de gens. Il y aura sans doute des moments de perplexité, mais tant pis, je me lance avec un PowerPoint tout neuf qui n'est pas très abouti techniquement parce que, comment dire, je ne suis pas, vous l'avez compris, infographiste. Je vous ai mis le désormais traditionnel trigger warning. Vous voyez, c'est un peu ce qu'il faut mettre au début des vidéos, en particulier américaines. Je l'ai mis un peu par autodérision. On peut commencer par une question en apparence très simple, mais qui tout de suite nous mettra dans une forme de perplexité. Dites-moi, qui a découvert l'autisme? Alors, il y a une sorte de mythologie pieuse, je l'appellerais comme ça, et qui consiste à dire que l'autisme a été découvert par un certain Léo Kanner, je vous le mets dans la conversation, et puis un certain Asperger, que l'on surnomme Hans, mais qui en fait s'appelait Johann, quoi. Tout le monde le surnomme Hans, ce qui est très familier, mais bon, passons. Donc ça, c'est un peu la mythologie telle qu'on l'entend quasi systématiquement dès que l'on va à une conférence ou un cours sur l'autisme. La vérité est un petit peu différente, même très différente, et un peu, j'allais dire, pour tenter de rendre à César ce qui appartient à César, je pense que l'on peut retenir comme véritable découvreuse de l'autisme une scientifique soviétique, à savoir Sukhareva. Alors, j'hésite sur la translittération latine de son nom. Parfois, vous verrez ça comme ça. Parfois, vous verrez ça comme ça. Mais, vous voyez, ce sont les problématiques de la translittération depuis l'alphabet cyrillique en alphabet latin. Et à mon avis, il est assez injuste qu'on ait à peu près totalement oublié cette grande scientifique, sans doute pour des raisons géopolitiques, je crois. Et donc, très concrètement, Sukhareva écrivait, bien sûr en russe, mais aussi en allemand, et ces deux écrits fondamentaux en matière d'autisme ont été publiés dans la revue mensuelle de psychiatrie et de neurologie, donc publication fort prestigieuse. Je ne sais pas si elle existe encore, cette publication. Désolé. Et le premier article de Sukhareva en allemand, donc, a été publié en 1926 et le suivant a été publié en 1927. Alors, pourquoi j'insiste sur ces deux dates? Parce qu'elles cachent beaucoup de choses. Le tout premier article, celui de 1926, portait sur des garçons autistes. C'est une étude qui est relativement similaire aux fameuses études, j'allais dire, canoniques de Léo Kanner, presque 20 ans plus tard, mais c'est, je dirais, précurseur. Il y a quelques côtés quasiment prophétiques dans cette histoire. Et dès l'année suivante, elle a publié un texte assez similaire, cette fois sur un échantillon de filles, de jeunes filles, alors ce sont des adolescentes pour prendre cette gamme d'âge-là. Et très curieusement, ces deux publications, et notamment la publication sur les jeunes filles autistes, a été à peu près totalement oubliée. À oublier, j'allais dire oui et non. C'est-à-dire, je suis quasiment sûr que les gens tels que Kanner et Asperger avaient lu ces deux textes, d'autant plus qu'ils étaient en allemand.
Mais ils n'en ont pas fait état, ou n'ont pas fait mention de cela. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour des raisons politiques, peut-être pour des raisons autres, je l'ignore. Et ce n'est que donc tout récemment que, par exemple, l'article sur les jeunes filles autistes de 1927 a été traduit en anglais. Hein. Là où j'ai eu mon petit choc personnel, si j'ose dire, c'est que celle qui a fait la traduction, à savoir Charlotte Simmons, en fait, je l'avais connue, quoi. Lorsque j'avais vécu en Nouvelle-Zélande, j'avais relativement bien connu Charlotte Simmons, mais je n'avais pas fait le lien entre Sukhareva et je vous passe quelques, j'allais dire, problématiques plus spécifiques. Ceci étant, jusque-là, on est un peu dans l'histoire plaisante. Là où les choses deviennent beaucoup moins plaisantes, c'est qu'on voit à quel point la construction de la catégorie autisme a été laborieuse. Et avant tout, elle a été l'otage de tractations géopolitiques, voire de problématiques purement idéologiques. Parce que lorsque on relit le texte de Sukhareva, tout comme d'ailleurs lorsque l'on relit les fameux textes fondateurs, hein, que sais-je, de Asperger ou de Kanner, que sais-je, on a quand même une sensation, si vous me passez le terme, de bricolage. Hein. C'est la constitution de la catégorie d'autisme a été tout sauf facile. Et cela nous donne une première leçon que je vais essayer de faire dérouler tout au long du propos. C'est que la catégorie de l'autisme n'est pas si univoque que cela et n'est pas si automatique que cela. Alors bien sûr, quand on a entendu le mot autisme pendant des années, on peut finir par croire que l'autisme fasse partie d'une sorte de réalité intangible, monolithique, mais tel n'est pas le cas. Et quand on lit le texte de Sukhareva, on peut se demander ce que exactement elle a décrit. Quoi. Voyez? Est-ce que réellement les jeunes personnes avec lesquelles elle a travaillé aujourd'hui auraient été diagnostiquées autistes, oui ou non? D'ailleurs, Charlotte Simmons, que l'on peut, j'allais dire, critiquer pour divers égards, mais peu importe le sujet, Charlotte Simmons souligne dans sa préface qu'en vérité, il ne faut pas surinterpréter le texte de Sukhareva. Hein. Il est d'une certaine façon devenu à la mode parce que, premièrement, on a découvert le passé nazi de Hans Asperger, parce qu'on a découvert, ça a été long et laborieux, mais on a découvert les mille et une tricheries de Léo Kanner, hein, qui était quelqu'un surtout intéressé par sa propre carrière, pardon pour les mots très durs que j'utilise. Hein. Et donc, on a voulu trouver une autre figure. Hein. On a trouvé Sukhareva, qui présente d'une certaine façon l'avantage de ne pas pouvoir être suspect de nazisme, qui présente aussi l'avantage d'avoir été une femme et d'avoir parlé des femmes autistes. Donc tout cela est, si j'ose dire, politiquement tout à fait moderne par rapport à nous actuellement en 2020, mais il ne faudrait pas surinterpréter ce texte et croire que la vérité ultime de l'autisme serait dans les textes de Sukhareva ou ceux de Asperger, hein, que sais-je. Donc, quand par exemple Sukhareva parle de famille psychotique, hein, lorsqu'elle dit que par exemple telle jeune fille de son étude venait d'une famille psychotique, il faut bien comprendre que c'est une psychiatre soviétique qui parle, une psychiatre qui était à l'université pendant les années de la terreur, quoi. Hein. Ces publications-là prédatent de quelques mois à l'arrivée au pouvoir de Staline. Hein. C'est la famine, hein, il ne faut pas l'oublier, en Ukraine, notamment hein, la guerre civile vient à peine de s'arrêter. Pour être universitaire à cette époque-là en URSS, il fallait avoir, je dirais, un pédigré marxiste-léniniste extrêmement fort. Hein. Donc, quand Sukhareva parle de famille psychotique, il faut sans doute comprendre que telle personne est venue d'une famille religieuse orthodoxe et généralement les parents
n'ont pas disparu ou ne sont pas inconnus comme Sukhareva le dit, mais ont sans doute été tués. Et aussi, vous voyez ce contexte économique, politique extrêmement troublé explique sans doute un certain nombre de mutismes, de réactions de silence d'un certain nombre de jeunes filles ou de jeunes garçons. D'ailleurs, lorsque, par exemple, tel jeune ne répond pas aux questions de Madame la professeure Sukhareva, peut-être que tout simplement, il refuse de parler à une communiste, quoi. Voyez? Donc, c'est très compliqué de savoir ce qui est exactement décrit là-dedans. De même, lorsqu'elle s'intéresse au retard de développement, y compris, j'allais dire, physique, des jeunes filles. Hein. Il faut se demander est-ce que c'est dû à l'autisme, à mon avis non, ou plutôt est-ce que c'est dû aux famines et aux guerres. Hein. Vous voyez, donc c'est très compliqué de savoir faire la part des choses. Et d'une certaine façon, le fait que Sukhareva ait publié peu après son étude sur les garçons, la fameuse, désormais fameuse étude sur les filles, il faut bien comprendre que cela entrait un peu dans une sorte de mise en valeur légitime sans doute, mais néanmoins idéologisée du statut de la femme en URSS avec la propagande. J'essaie de vous mettre une petite image, pas la meilleure, hein, mais parmi mille autres, hein, qui vantait par exemple les performances des femmes dans les mines de charbon et autres. Vous voyez, c'était un état d'esprit qui est sans doute légitime. Hein, et bon, pardonnez ce détail, hein, ma mère était ingénieure dans le bâtiment. Elle avait fait ses études dans l'ancien bloc de l'Est. Calculer le nombre de femmes aujourd'hui encore en Europe de l'Ouest qui sont ingénieurs dans le bâtiment. Donc, il y avait tous ces aspects-là, on va dire, dans l'univers communiste ou soviétique. Hein. Mais d'une certaine façon, faisons un petit bond en avant parce que je crois que la période où tout s'est noué pour ce qui est de l'autisme, c'était les années 80. Et donc, dans les années 80, eh bien, d'une certaine façon, je crois que c'est là la période qu'il faut comprendre parce que c'est à ce moment-là que s'est véritablement cristallisé le paradigme que nous appelons désormais aujourd'hui plutôt autisme. Hein. Alors, il y a peut-être 4 points que je me permettrai de faire sur les années 80, qui sont d'une certaine façon toujours un peu dans nos têtes. Hein. Les années 80 ont été marquées par un changement économique et social majeur. C'est que pour la première fois, il y avait cette figure du geek. Hein. Alors, le geek, pour le dire vraiment très simplement et pas une caricature un peu abusive, hein, c'est un personnage un peu absorbé par toutes sortes de choses, un peu futile, un peu bizarre, volontiers incompréhensible. Professeur Tournesol, si vous préférez cette expression, ou alors Isaac Newton pour les amateurs un peu de physique classique. Hein, qui est donc bizarre dans son coin. Cette catégorie de gens a toujours existé, mais précédemment, dans les siècles passés, ces gens-là étaient considérés comme rarissimes, extrêmement marginaux. Hein. Par exemple, Newton, j'allais dire, était certes une sorte de sainte icône, un peu des gens bizarres, mais des gens comme Newton ont considéré qu'il n'y en avait quasiment aucun. Hein. Donc, la probabilité pour une personne moyenne, je dirais, de rencontrer un type bizarre comme Newton était presque nulle. Hein. Donc, on ne prenait pas réellement en compte sur le plan médical ou psychiatrique cette catégorie de gens. Ça relevait plutôt de la catégorie spéciale des monstres ou des gens extrêmement bizarres. Quoi. Enfin, mais dans les années 80 a émergé l'informatique. Même dans la fin des années 70, hein, mais dans les années 80, ça a véritablement émergé et on avait une première mutation économique qui était pleinement portée, pilotée, je dirais même, par cette catégorie de gens, les geeks, qui désormais faisaient partie intégrante de la société, culture, ou que voulez-vous. Et donc, dans les années 80, a été mise en place une sorte d'injonction
de prise en compte des geeks. Alors, sans surprise, ça a commencé en Amérique pour une raison toute simple, c'est que justement, cette valorisation de l'informatique est partie précisément de l'Amérique. J'ai mis 4 points, on peut les prendre dans un ordre ou dans un autre. Il y en a un qui est peut-être le plus connu, donc j'ai commencé par celui-là, celui que j'ai noté 2, c'est le fameux film Rain Man. Alors, ce film Rain Man, on en a tout dit, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film Rain Man n'est pas tombé comme ça au hasard du ciel. Hein. Il y avait une phase de préparation. Et puis, ce film reprenait la vie d'un personnage aujourd'hui malheureusement décédé, Kim Peek, P-E-E-K, qui d'une certaine façon, à mon avis, était plus savoureux encore que le film. Mais j'allais dire, peu importe, je ne vais pas m'apesantir sur ce film Rain Man, simplement pour dire que c'était, j'allais dire, la partie la plus visible de cette émergence du paradigme de l'autisme. À côté de cela, il y avait des travaux intellectuels autour de l'autisme. Et c'est là que je tiens à souligner l'existence d'un livre qui aujourd'hui est totalement oublié. Je suis prêt à parier que personne aujourd'hui dans les universités ne s'en souvient, mais qui pourtant était le best-seller, c'était l'ouvrage fondamental de l'époque. C'était le Silicon Syndrome. De mémoire, c'est sorti en 84, écrit par Jean Hollands. Je tiens à préciser, c'est important pour la suite, que Jean Hollands est une femme, ou plutôt était une femme, parce qu'elle est décédée, malgré ce que son prénom peut suggérer à un lecteur francophone. Hein. Et donc, Jean Hollands, c'était une très grande figure, c'était une autorité centrale. Hein. Juste pour vous donner un petit indice, lorsque le président français de l'époque, François Mitterrand, s'est rendu aux États-Unis, il a tenu à rendre visite à Jean Hollands. Et on dit que le livre Silicon Syndrome ait été le livre de chevet donc du président français. Bon, peu importe, c'est une anecdote parmi d'autres. Simplement pour dire l'impact de ce livre. Alors, si ce livre a été totalement oublié, ce n'est pas forcément qu'il soit médicalement faux, mais c'est simplement qu'aujourd'hui, il est absolument incorrect sur le plan politique. Et il a de quoi choquer aujourd'hui un lecteur contemporain. Quoi. Au gros, ce livre-là se présente comme un manuel très fouillé hein, et beaucoup plus intelligent qu'on ne peut le croire dit comme cela. C'est un manuel des relations amoureuses avec un autiste. On va dire comme ça. Alors certes, il y a une petite incursion sur la thématique des couples, j'allais dire, non mixtes, c'est-à-dire autistes-autistes, hein, dont l'auteur dit toutes sortes de méchanceté d'ailleurs. Mais le gros du livre, c'est comment, donc des conseils essentiellement à un public féminin, comment vivre de façon harmonieuse avec des hommes autistes atteints du fameux syndrome du silicone. Hein. Alors, bon, je vous passe les détails d'une certaine façon, mais ce point-là mérite d'être souligné, pas justement par intérêt grivois, mais parce que cette problématique reviendra dans une vingtaine de minutes quand on parlera des questions contemporaines. D'une certaine façon, l'auteur développe largement l'idée comment est-ce qu'on peut réussir à attirer sur le plan érotique un homme concerné par ce fameux syndrome du silicone. Hein. Et comment faire naître ce qu'elle appelle le hypnotic state, qui est donc, je dirais pour elle, le seul état dans lequel l'autisme de ce geek un peu bizarre cède et derrière, j'allais dire, l'apparence du geek, on peut retrouver, entre guillemets, un homme normal. Hein. Bon, le terme est un peu exagéré, il faut lire un peu le texte pour voir les développements. Hein. Mais cette idée-là, que d'une certaine façon, par la puissance, que sais-je, de l'amour ou de l'érotisme, on réussirait à désautistiser les autistes, cette idée est promise à un grand avenir. Et on y reviendra dans quelques diapositives, si vous le permettez. Alors, ce bouillonnement un peu des années 80 autour de l'autisme a eu évidemment sa réplique, j'allais dire, plus
de manière plus orthodoxe, féministe, hein, et c'était Temple Grandin. Alors, Temple Grandin, en tant que tel, vous connaissez cette icône, hein, d'une certaine façon de l'autisme. Souvent, on la surnomme à juste titre sans doute la première des autistes, parce que je crois qu'elle fut la première à avoir décrit l'autisme du point de vue intérieur. Temple Grandin, en tant que telle, à ma connaissance, n'est pas une militante féministe. Par contre, ce qu'on ne sait pas, ou ce que l'on sait peu, c'est que sa mère, la mère de Temple Grandin, Eustacia Cutler, je vous ai mis son nom, je ne sais pas si vous voyez le pointeur de ma souris, et je ne sais pas si elle est encore en vie, la maman est une militante féministe particulièrement patentée, et il faut voir un peu dans les efforts de mise en valeur de sa fille, une sorte de volonté de réplique et la volonté de prouver que tous les geeks devenus à la mode dans les années 80 n'étaient pas des hommes. Hein, vous voyez, donc il y a ce premier, j'allais dire, aspect militant dans l'univers féministe, mais il y a aussi un deuxième aspect militant chez la mère de Temple Grandin, à savoir donc de mettre en avant, j'allais dire, la souffrance ou la difficulté perçue par les parents, comprendre les mamans d'enfants autistes. Pardon. Et cela, elle en parle longuement, avec par exemple toutes sortes de constats perturbants autour du fait que sa fille, donc Temple Grandin, ressemble à son père, hein, donc le père qui est parti, hein, de Dick Grandin, mais bon, peu importe les détails. Hein. Alors, plus récemment, la maman de Temple Grandin s'est fait connaître par d'autres prises de position qui là aussi ont eu un avenir tout à fait marqué, à savoir donc que l'autisme véritable, d'une certaine façon, c'est l'autisme au féminin, parce que donc les hommes autistes, vous pouvez assez aisément retrouver les références sur Internet, sont avant tout concernés par la pédophilie, et donc ça aussi c'est une thématique que l'on retrouve. Hein. Et il y a certains grands savants contemporains, je ne dirai pas forcément les noms, mais ils sont très connus, qui affirment de façon relativement claire et publique que donc les hommes autistes sont en bonne partie pédophiles et néo-nazis, quoi. Hein. Donc il y a, je dirais, cette croyance-là qui remonte un peu aux années 80. Quoi. Et puis également, et ça je passerai beaucoup plus rapidement si vous le permettez, excusez, les années 80 sont marquées par le début de ce que j'appellerais la mythologie, la sainte mythologie Asperger-Kanner. Vous voyez, cette génération qui avait connu la guerre arrive au terme un peu de son parcours ici-bas et leur passé d'une certaine façon magnifié, glorifié, et souvent au détriment de la vérité d'ailleurs. Alors, pardon pour ces un peu longues remarques, mais je pense qu'elles sont nécessaires pour comprendre la suite. La suite, c'est justement ce qui s'est passé une bonne décennie plus tard, à la fin des années 90 ou 2000. Ça dépend des langues. En général, en anglais, les phénomènes se passent un peu plus tôt qu'en langue française. Et je me suis permis ici de rapprocher deux auteurs que j'avais bien connus à des titres divers. Je ne raconterai pas ma petite vie, mais peu importe, à savoir Lion Holiday et Julie Daché. Lion Holiday, le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ce fut une grande figure et c'est par exemple elle qui a inventé le petit nom Aspi. Vous l'avez sans doute entendu, au lieu de dire personne ayant le syndrome d'Asperger, quand vous dites Aspi, alors, c'est un terme qui est de la plume de Lion Holiday. Lion Holiday, elle avait, entre autres, écrit un livre qui avait représenté une sorte de point d'inflexion dans l'histoire de l'autisme. C'était Pretending to be Normal. Donc, en bonne traduction française, ça devrait être faire semblant d'être normal. Hein. Je crois que l'éditeur a choisi comme titre Ma vie avec le syndrome d'Asperger. C'est ce qui
qui est, pardonnez, assez désolant à mon avis, quoi. Mais bon, peu importe. Et donc, dans ce livre-là, Pretending to be Normal, il y a une vraie inflexion de paradigme. Pourquoi donc? Parce que, souvenez-vous, dans la génération précédente, années 80, on va dire comme ça, les autistes étaient des personnes quand même très marquées, quoi. Vraiment, le profil geek était très présent. Et là, on a un premier profil de personnes autistes, j'allais dire, dont l'autisme n'est pas exactement visible. Voyez-vous? Alors, l'auteur argumente très bien, excusez, elle explique bien que précisément ce sont ses capacités intellectuelles fortes, ses apprentissages qui lui ont permis de gommer en quelque sorte ces traits autistiques. Et j'allais dire, ce n'est pas à moi d'en juger, quoi. Mais en tout cas, vient pour la première fois. L'idée, dite dès les premières pages du livre, c'est que le ressenti, l'auto-identification à l'autisme de la personne est plus forte que le diagnostic médical. Donc, en ouvrant le livre, elle souligne qu'elle n'a pas de diagnostic, mais elle est autiste parce qu'elle sait qu'elle l'est. Vous voyez? Et ce point-là, d'une certaine façon, que le ressenti ou l'identification, l'auto-identification de la personne primerait sur la caractérisation médicale, c'est une idée destinée à un très fort avenir. D'autant plus que finalement, c'est malgré quelques difficultés dont je passerai en détail, l'auteur insiste bien sur la possibilité d'une vie pleinement en société, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans un cadre familial, etc. Autre chose aussi, c'est là qu'on commence à développer la thématique de ce que j'appellerai, je le développerai dans quelques minutes, le tournant sensoriel. À savoir donc que l'autisme se caractériserait avant tout, non pas tellement par des centres d'intérêt bizarres, syndrome du silicone ou que sais-je, mais par certaines spécificités sensorielles, un ressenti fort lorsque on se baigne dans une piscine et autres. Vous voyez, vraiment de façon extrêmement ramassée. Passons quelques années et nous pouvons arriver peut-être à une auteure française que vous connaissez sans doute, à savoir Julie Daché. Je me suis permis de mettre la couverture de sa bande dessinée qui fut son premier ouvrage avec un succès absolument conséquent. Et d'une certaine façon, je pense que Julie Daché peut être perçue comme une sorte de continuatrice en langue française de cette approche à la Lion Holiday, avec cette fois un coup de génie supplémentaire, et même deux coups de génie supplémentaires. C'est que premièrement, la présentation est sous forme de bande dessinée, ce qui évidemment ouvre la lecture à un public beaucoup plus large. Et le deuxième coup de génie, cela a été de commencer à penser l'autisme non plus avec des outils médicaux, mais avec des outils issus des études féministes et plus tard, donc des études queer, LGBT, etc. Donc, d'une certaine façon, il y a une double encore innovation par rapport au livre fondateur de Lion Holiday. Alors, ces ouvrages-là ont initié ce que j'appelle, pardonnez ce vocabulaire, la stratégie du saucisson ou du salami. Vous l'avez compris, je suis très imbibé, excusez, aujourd'hui ça ne va pas. Je suis très imbibé par l'éducation post-soviétique. Donc, la stratégie du saucisson, c'était une stratégie qui avait été mise en place par les partis communistes en Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. L'idée était simple, c'est que excusez, les gens, donc le public, n'allait pas pouvoir avaler le salami entier, non tranché. Donc, il fallait le faire avaler rondelle après rondelle. Voyez, si vous prenez une personne au hasard et si vous lui demandez de s'identifier à Temple Grandin,
ça ne va pas se faire. L'écart, c'est-à-dire est trop fort. Mais si vous découpez cette différence en petites rondelles, petit à petit, l'émulation va se faire. Les gens vont se reconnaître, par exemple, en Julie Daché, qui se reconnaît en Lion Holiday, qui se reconnaît en une telle et qui se reconnaît en Temple Grandin. Vous voyez, et il y a, j'allais dire, cette stratégie, ce découpage un peu de la différence. Et c'est là qu'émerge un nouveau concept, ce que l'on a appelé l'autisme au féminin. Il y a peut-être, et c'est là, j'allais dire, une affirmation de ma part qui est plus forte qu'il n'y paraît, il y a peut-être deux choses à distinguer. Il y a peut-être à distinguer l'autisme au féminin et l'autisme des femmes autistes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est peut-être jouer sur les mots, mais ce qui a été développé comme catégorie intitulée autisme féminin ne correspond pas réellement à ce qui a été décrit comme autisme par des femmes autistes. Pour le dire en d'autres termes, excusez, si vous prenez un descriptif tel que fait, que sais-je, par Temple Grandin. Vous voyez, Temple Grandin, c'est elle, hein, tout en bas, avec l'espèce de foulard rouge. Hein. Et si vous prenez le descriptif de l'autisme fait par Wendy Lawson, ici, vous voyez, Wendy Lawson, grande figure, hein, elle aussi, malheureusement, oubliée en bonne partie. Ou si vous prenez un descriptif de l'autisme fait par mon amie Brigitte Harrison, donc vous avez un tout autre descriptif de ce qui est appelé autisme féminin. Voyez, ce n'est pas totalement la même chose. Hein? Et ce qui est frappant, c'est que vous pouvez utiliser des livres écrits par des femmes autistes, que sais-je, par exemple, Brigitte Harrison au hasard, puisqu'elle est francophone, prenons-la comme exemple, pour comprendre et expliquer l'autisme des hommes autistes ou des garçons autistes. Voyez? Et c'est d'une certaine façon un point que si je remonte dans les diapositives, Jean Holland, dans le syndrome du Silicon, avait souligné. Elle avait eu une phrase dans le Silicon Syndrome qui aujourd'hui ne passerait sans doute pas sur le plan politique, où elle dit, et ce sont quasiment ces mots que je traduis de façon presque fidèle, elle dit que les femmes autistes sont en réalité des hommes. Alors c'est une affirmation forte hein, qui mérite de discuter, mais en tout cas, il y a un double paradigme qui émerge. J'allais dire le paradigme de l'autisme au féminin, entre guillemets, et puis l'autisme tel que décrit par des femmes autistes, et qui n'est pas encore une fois la même chose. Et si je peux ajouter un petit commentaire à cet égard-là, l'autisme décrit par les femmes autistes, d'une certaine façon, c'est quasiment l'autisme tout court, parce que, contrairement à une croyance très répandue, l'immense majorité des livres écrits sur l'autisme proviennent de femmes autistes et pas d'hommes autistes. Vous voyez? Et ça, j'allais dire, ça mériterait toutes sortes d'argumentations, mais peu importe, le temps commence à presser, donc j'irai au plus court. Voici un diagramme que vous avez sans doute déjà vu. Intéressons-nous après ces rappels historiques à des situations contemporaines. Voici un diagramme donc, que vous avez vu sous une forme ou une autre. Hein, il y a plusieurs mises en page sur l'augmentation de la prévalence, de la croissance donc, de l'autisme. Alors, la question habituelle, c'est la fameuse question qu'on retrouve dans tous les colloques sur l'autisme. À quoi est due cette croissance? Vous voyez, ça, cette courbe assez extraordinaire vers le haut, quoi. Mais j'allais vous poser une autre question qu'on ne pose jamais parce qu'elle est extrêmement perturbante. Si on diagnostiquait tout le monde, ou plutôt si on diagnostiquait tous ceux qui sont convaincus d'être autistes, quelle prévalence de l'autisme aurions-nous dans la population générale? Quel est le pourcentage de gens dans la population générale qui sont ou pourraient ou voudraient être autistes? 30%, 95%, je l'ignore, hein, mais en tout cas, vous sentez bien qu'on tend à des absurdités ou peut-être on pourrait parler d'aporie, je reviendrai sur ce thème dans un petit instant. Donc, voici pour commencer des réflexions là véritablement désagréables. Là, on va entrer dans les choses désagréables. Si vous deviez placer les personnes
le long d'un axe, en fonction de leur âge. Quelle est la prévalence de l'autisme au cours de la vie? Alors, théoriquement, si on prend, on va dire, la version pieuse ou la version officielle, vous êtes autiste de votre naissance à votre mort. Donc, il devrait y avoir le même nombre, la même prévalence de l'autisme, que ce soit chez les enfants de 3 ans ou les vieillards comme votre serviteur. Voilà. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire figurer par mon diagramme. Vous excuserez les imperfections graphiques. Donc, l'idée est la suivante. Ici, vous mettez en abscisse les âges des personnes et en ordonnée la prévalence. Donc, vous voyez, en théorie, vous avez la même prévalence d'autisme tout au long de la vie, avec un petit bug au tout début de la vie que j'ai qualifié, ou plutôt qui est qualifié de autisme régressif, parce qu'il semblerait que chez une certaine catégorie d'enfants, peut-être 15%, suivant les études, le chiffre varie, l'autisme ne se déclarerait pas d'emblée, mais attendrait peut-être l'âge d'1 an ou 2. Il semblerait que cela ait été mon cas à moi, mais peu importe ces détails. Ça, c'est la théorie. Je ne suis pas d'accord avec ce schéma, ou plutôt ce n'est pas ce que l'on observe. En vérité, on observe plutôt ce schéma-là. Encore une fois, mes plus plates excuses pour les imperfections graphiques, mais peut-être que cela mérite quelques commentaires et ce sera plus intéressant, je pense, que le graphique en tant que tel. Il y a 2 courbes. J'avoue, j'avais été tenté de mettre une courbe en bleu et une courbe en rose. Gare Sophie. Mais bon, je n'ai pas osé aggraver mon cas. Ça, ce serait particulièrement patriarcal. Je sais déjà que je vais dire, ce problème-là est le mien, quoi. Mais si vous le voulez, commentons d'abord la courbe que je suis de ma flèche de souris et qui était la courbe que j'avais été tenté de mettre en bleu. Donc, on va dire la courbe masculine. Excusez ce genre de terminologie. Donc, d'une certaine façon, si vous ne gardez que le cas des garçons, vous observez que la plupart, une bonne partie des diagnostics sont apposés durant l'enfance. Évidemment, ce n'est pas l'enfant de 5 ou 6 ans qui demande son diagnostic, ce sont ses parents et dans l'immense majorité des cas, sa maman, pour être clair. Ensuite, à l'adolescence, ce que l'on observe au début de l'âge adulte, on observe une forme de désintérêt pour l'autisme chez la plupart des hommes autistes. Voyez, vous pouvez vous retrouver, par exemple, avec vos amis, en particulier hommes autistes, et ne pas du tout évoquer la question de l'autisme. Il y a très peu d'hommes autistes qui s'intéressent à l'autisme. C'est, j'allais dire, un point tout à fait saisissant. Alors, j'ai essayé de mettre un petit sursaut ici. Il y a un certain nombre d'hommes autistes qui sont diagnostiqués au cours de leur vie par, j'allais dire, demande, voire pression de la part de leur compagne. C'est relativement commun, quoi. Là, je ne pense pas que ce soit, j'allais dire, le gros des troupes, mais on l'observe néanmoins. Et puis, ensuite, à un moment donné, voyez, à partir d'un certain âge, il n'y a quasiment plus d'hommes autistes, tout comme d'ailleurs de femmes autistes. Permettez de dire un petit mot sur ce phénomène des seniors et ensuite on abordera brièvement la question donc de l'autisme féminin. Pourquoi il n'y a pas ou quasiment pas de seniors autistes? Pendant longtemps, j'ai cru et j'ai dit que c'était faute, on va dire, de prise en compte sociale de l'autisme chez les seniors. C'est sans doute vrai d'une certaine façon. Mais à mon avis, il y a une raison plus fondamentale encore. C'est que je pense, pardon si la phrase peut choquer, je suis confus pour cela, mais je pense que les personnes d'un certain âge ont reçu une éducation à une époque où la caisse
du handicap était sacrée. La caisse de bienfaisance, on va dire, était sacrée. Et même le pire des mafieux, quoi, n'aurait pas osé, par exemple, vouloir se servir dans la caisse dédiée aux pauvres ou aux miséreux, quoi. Et je pense que cet état d'esprit-là est resté très présent chez les personnes ayant un certain âge. Et ces personnes, même lorsqu'on peut leur proposer un diagnostic, lorsque, j'allais dire, la voie est balisée sur un plan médical, ben, dans la plupart des cas, elles le refuseront. Avec un argumentaire du type, par exemple, j'ai déjà vécu ma vie ou je ne veux pas être une charge pour la société, place aux jeunes. Il y a ce type d'argumentaire-là. Donc, ce n'est pas uniquement le fait que les personnes seniors ne soient pas prises dans le cadre diagnostique de l'autisme. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à l'éducation et je fais une allusion à ce phénomène dans quelques minutes quand on parlera du cadre non occidental. Mais place, si vous le voulez, j'essaie de retarder les choses parce que c'est un moment relativement critique et difficile à exposer. Là, si vous le permettez, à cette deuxième courbe que j'ai essayé de représenter, je l'ai vraiment raté, vous excuserez, qui pourrait être donc de la prévalence des diagnostics au féminin. Donc, vous remarquerez que durant l'enfance, il y a relativement peu de cas d'autisme féminin. Alors, plus qu'il y a quelques années, je suis tout à fait d'accord, mais d'une certaine façon, les parents et encore une fois les mamans essentiellement poussent beaucoup moins au diagnostic donc de leur enfant ou fille autiste. On peut dire aussi qu'il y en a moins. On reviendra sur cette question à la diapositive suivante. Mais en tout cas, d'une certaine façon, ce qui est clair, si vous ne gardez que l'enfance, il y a davantage de petits garçons que de petites filles diagnostiquées autistes. Il y a un premier pic de diagnostic au féminin qu'on pourrait hésiter entre adolescence, début de l'âge adulte. Voilà, ça, c'est un premier pic et c'est-à-dire dès la vingtaine, en termes d'âge, le nombre aujourd'hui de femmes autistes dépasse le nombre d'hommes autistes. Mais le véritable pic intervient, j'allais dire, autour de 35-50 ans. C'est là qu'on a véritablement le gros des troupes, pas que de l'autisme féminin, mais de l'autisme en général. C'est véritablement un phénomène de société, quoi, qui, il y a encore une fois, il y a 20 ans ou 30 ans, n'existait pas en tant que tel. Vous voyez? Donc, cela amène d'ailleurs, ces décalages des courbes, amène des tentatives d'explication biologique. Si vous regardez les sites militants sur l'autisme féminin, vous trouverez toutes sortes d'allusions à des études qui montreraient que l'autisme féminin, sur le plan, par exemple, biologique, ne se déclencherait qu'à l'âge adulte. Évidemment, ces études sont un peu sursollicitées, c'est-à-dire on est sommé d'expliquer un phénomène social en des termes biologiques, ce qui, j'allais dire, grince un petit peu. Il y a un autre paradigme qui, d'une certaine façon, est beaucoup plus explicatif, qui est donc la thématique de l'emprise patriarcale sur le corps des femmes, qui évidemment commence donc à l'adolescence, mais qui donc se manifeste avec sa pleine force autour de l'âge de 30-35 ans et un peu plus. Vous voyez, donc ce paradigme qui n'est non plus médical, mais j'allais dire social ou sociétal, plus général, peut être invoqué, quoi. Alors, on en arrive à la première aporie. Aporie au sens où on est bloqué face à une question, face à un constat. Cette première aporie, c'est quel est au fond le véritable sexe ratio de l'autisme. Je dirais qu'il y en a plusieurs de sexe ratio qui peuvent coexister simultanément. C'est assez perturbant. Mais je dis, il y a un premier sexe ratio que j'appellerais patriarcal. C'est-à-dire, c'est un sexe ratio qui est issu des études aujourd'hui
presque classique, hein, donc années 80, années 90. Hein. Alors, schématiquement, je sais qu'il y a des divergences, mais schématiquement, vous trouverez dans ces écrits quelque chose comme une femme pour 3 ou 4 garçons. Alors, je dis garçons parce que généralement, ça porte sur l'enfance, ces études-là. Hein. Alors, c'est, je veux dire, la valeur, on va dire, patriarcale qui change assez peu, hein, entre les études, mais c'est à peu près ce que l'on observe. Puis il y a j'allais dire, le sexe ratio paritaire, donc de 1 pour 1. Et si je puis me permettre un petit souvenir ému, je me suis rendu compte l'autre jour en regardant mes très vieux PowerPoint, c'est-à-dire les PowerPoint que j'utilisais en conférence à l'époque où l'autisme dans les pays en langue française était presque inconnu, donc dans les années, que sais-je, 2007, etc. Et je me rends compte qu'à l'époque, ce que je faisais, je montrais des exemples de gens autistes. Et donc, il y avait un nombre égal donc, de modèles, on va dire, féminins et masculins. C'était bon, peut-être sans trop le savoir ou peut-être à moitié une sorte d'engagement paritaire, quoi, qui à l'époque était un peu naïf peut-être, mais que l'on peut retrouver, par exemple, chez des gens tels que mon ami, je pense pouvoir le dire, Isabelle Hainaut, etc. Hein, donc, cette idée que l'autisme devrait converger vers le 1 pour 1. Mais en vérité, il y a un troisième sexe ratio qui est d'une certaine façon le sexe ratio observé. Hein, c'est aujourd'hui observé dans les pays occidentaux. Chez les enfants, oui, on peut en rester à quelque chose comme une fille pour 2 garçons, voire une fille pour 1 garçon et demi, quelque chose comme ça. Mais chez les adultes, l'autisme est devenu très majoritairement féminin, quoi, voire quasi exclusivement féminin. Aujourd'hui, il devient assez délicat d'organiser une association ou un groupe où il y ait des hommes autistes. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un vrai problème, hein. Ça devient un vrai problème. Hein. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans les groupes qui se situent à mi-chemin entre militantisme autistique et militantisme féministe, hein, on préfère citer toujours le sexe ratio, j'allais dire, patriarcal. Hein, avec d'ailleurs, quand vous regardez les références, ce sont souvent des études de 1985, par exemple, qui sont citées. Hein, autant vous dire l'âge des dinosaures. Hein, et d'une certaine façon, alors ça, c'est mon hypothèse personnelle hein, qui mériterait discussion. Mais d'une certaine façon, je me dis que cette mise en valeur de résultats totalement patriarcaux et dépassés est une façon peut-être de tenter de maquiller le constat douloureux. C'est que l'autisme est en fait devenu une thématique, on va dire, presque exclusivement féminine. Si on ne prend que le cas des adultes, et ça évidemment. Hein. Alors, cela peut surprendre qu'il y ait comme ça différents sexes ratios variables, mais ce n'est pas un cas unique. Hein. Pour toutes sortes d'autres particularités médicales ou scientifiques, il y a des sexes ratios variables. Hein. De façon juste très rapide, vous connaissez sans doute le syndrome de Ehlers-Danlos, hein, SED, hein, parfois par le sigle. Donc, théoriquement, le syndrome de Ehlers-Danlos, qui est une particularité, on va le dire, génétique, hein, devrait concerner autant les hommes que les femmes. Mais à ce jour, je n'ai encore jamais vu un homme adulte se présenter comme ayant le SED. Voyez? Donc, il y a, j'allais dire, une possibilité de divergence entre un sexe ratio théorique médical et un sexe ratio observé. De même, je sais que ce n'est pas une catégorie médicale au sens strict, mais néanmoins, c'est la question des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques sont un phénomène quasi exclusivement masculin, quoi. Voyez? Donc, là aussi, on peut s'imaginer une répartition plus, on va dire, équitable, mais tel n'est pas le cas. Voyez, un point tout à fait intéressant, c'est que, j'allais dire, ce changement dans les sexes ratios sont avant tout un phénomène occidental. Hein. J'avoue, je fais parfois des expériences de ce type. Lorsque j'ai la chance d'être dans des pays non occidentaux, hein, il m'arrive parfois d'essayer, par exemple, de présenter l'autisme féminin avec des grandes auteurs hein, tels que j'en ai nommé certaines, à des publics féminins non occidentaux. En Occident, normalement, toutes les
personnes présentes dans la salle se reconnaissent plus ou moins j'allais dire, une certaine présentation positive de l'autisme féminin. Sauf qu'au Occident, miracle, ça ne se produit pas. Voyez. Est-ce qu'on retrouve la thématique que j'ai esquissée il y a quelques instants des personnes seniors en Europe qui ont reçu une certaine éducation qui les empêche de s'identifier avec un profil handicapé pour ne pas justement nuire aux autres personnes handicapées? Je l'ignore, mais en tout cas, je me suis fait souvent cette réflexion. Bon, comme le temps passe, je dois être un peu plus rapide. Deuxième aporie, et c'est là qu'on arrive à des choses réellement perturbantes et qui se déroulent réellement sous nos yeux. C'est la tâche qui a été entreprise il y a quelques années déjà de rendre moins patriarcaux les critères de l'autisme. En fait, le constat est relativement, on va dire, imparable. Si vous prenez les grilles d'évaluation ou échelles de cotation, utilisez un terme qui vous plaira dans l'autisme, vous remarquerez assez aisément que un certain nombre d'items sont clairement destinés à des petits garçons ou à des garçons autistes et sont difficilement transposables ou utilisables dans le cas des filles autistes. Ce constat a été fait, je pense, pouvoir la citer parce que nous nous connaissons de façon relativement proche depuis des années par exemple, Adeline Lacroix, du moins en langue française, c'est elle, je crois, qui avait fait la première ce constat-là. Donc, de là vient l'idée, à savoir de réécrire ces grilles ou ces échelles d'évaluation de façon non patriarcale. Pour prendre un exemple qui est souvent cité désormais dans les colloques francophones, c'est par exemple les grilles d'évaluation prévoient l'intérêt majeur, poussé, dominant de l'enfant pour, que sais-je, les trains. Donc, on peut le remplacer par un intérêt de l'enfant à passer le peigne dans les cheveux de la licorne en peluche ou en plastique, que sais-je. Donc, cette idée qui, d'une certaine façon, part d'un sentiment de justice, de reformuler les critères pour les rendre plus inclusifs. Simplement, et ça n'a pas du tout apparu au début de cette tâche. Simplement, petit à petit, vous vous mettez dans des situations relativement délicates et de plus en plus délicates sur le plan intellectuel. Parce que pour faire vraiment bref, je ne voulais pas vous faire un cours sur la définition formelle de l'autisme, mais voici, si vous le voyez, un tout petit extrait du DSM. Il y a toutes sortes de traductions françaises, j'ai pris celle-là parce que je suis tombé en premier sur elle, mais peu importe. Donc, vraiment à très gros traits. Le texte, on va dire canonique, certains diraient patriarcal du DSM prévoit que pour que vous ayez donc un diagnostic d'autisme, vous deviez avoir un certain nombre de traits. Donc, difficulté, on va dire, pour parler vraiment très sommairement, de communication et d'interaction sociale. Et puis ensuite, comportement stéréotypé et intérêt restreint. Donc, lorsque l'on commence à rendre moins patriarcal, j'allais dire, ces critères du DSM, donc très rapidement, on en arrive à, par exemple, des constats de type, oui, les difficultés de communication, très bien, mais comme chacun sait, les petites filles ou les femmes autistes, ou même en général, sont beaucoup plus douées en communication que les garçons ou les hommes. Donc, ce critère-là, d'une certaine façon, doit être atténué ou relativisé ou déconstruit, comme diraient les amateurs de Derrida. Voyez, donc là, on a une sorte de première relativisation de ce premier pan, on va dire, de la définition du DSM de l'autisme. Ensuite, par rapport au comportement stéréotypé on résume un peu populairement par comportement à problème, on peut dire que les petites filles autistes ou même non autistes présentent beaucoup moins de comportements à problème. Et donc là, vous avez un deuxième paramètre qui saute. Et puis les intérêts restreints. Si l'intérêt obsédant, obsessionnel pour les trains est remplacé par, j'allais dire, un intérêt tel que aimer jouer avec la licorne ou alors aimer la nature en général,
ben, là, vous avez en fait aussi un troisième pan qui saute. Parce que qui n'aime pas la nature, hein? Voyez, on pourrait le dire comme cela, hein. Et on en arrive finalement à un constat perturbant. Ah, je ne le dis pas à la légère, il faut suivre les échanges de mails à l'infini, essentiellement pendant l'année 2018 entre les différents protagonistes de ce dossier. On en arrive au constat que finalement, le seul paramètre qui reste, le seul paramètre non patriarcal qui reste en termes de critères de l'autisme, c'est l'auto-identification de la personne. Et si vous prenez quelqu'un qui est un illustre personnage dans le champ de la recherche, à savoir Laurent Mottron, dans ses prises de parole publiques, jusqu'à fin 2017 et milieu 2018. Dans ses prises de parole publiques, il insistait clairement sur le fait que ce ne sont pas les critères de diagnostic ou les grilles d'évaluation qui caractérisent l'autisme d'une personne, mais c'est sa propre auto-évaluation. Et cela, je pense, ça transparaissait particulièrement clairement dans ses prises de parole et y compris dans ses écrits. Si vous prenez par exemple la préface du même auteur au livre d'Alexandra Reynaud, hein, c'est clairement dit, hein. Et de là est venue l'idée logique, c'était de créer une étude massive, internationale, mondiale ou presque, avec une cohorte massive de femmes autistes pour caractériser enfin de façon scientifique et non patriarcale l'autisme au féminin. C'est ce que l'on a appelé l'étude Mottron. Alors, cette étude qui a été mise sur pied au cours de l'année 2018 est en fait a été portée par une équipe entièrement féminine. D'une certaine façon, Laurent Mottron a été plus, on va dire, une sorte de figure tutélaire, plus que, j'allais dire, le rouage interne, avec pour plusieurs membres de cette équipe de recherche des personnes ayant des qualifications absolument indubitables en termes, on va dire, de gender studies et j'allais dire, un pedigree féministe absolument irréfutable, hein. Et l'étude s'est mise en marche avec, j'allais dire, une cohorte saisissante de plusieurs milliers et milliers de personnes. Sauf que pourquoi cette étude-là n'a pas, j'allais dire, totalement débouché ou abouti? Parce que très rapidement, et il se trouve que j'ai suivi cette histoire de l'intérieur, parce que je connais d'assez près ces personnages. Je ne peux pas dire tous les détails internes, mais de façon schématique, très rapidement, on s'est rendu compte que dans la cohorte de plusieurs milliers de femmes autistes, eh bien qu'il y en avait un bon nombre à qui on ne pouvait assigner aucun trait autistique, on va dire observable ou vérifiable. Et donc, il y a eu une forme de malaise qui a commencé à croître au sein de l'équipe. Et donc, petit à petit, il y a eu toutes sortes de tiraillements dont je vous passe les détails, avec tout simplement aussi un certain nombre de conflits dus au statut personnel lui-même des chercheuses, hein, parce que d'une certaine façon, dans cette tentative de redéfinition de l'autisme au féminin de façon sérieuse, et vous pardonnez si je parle de façon elliptique, je n'ai pas assez de sous pour l'avocat et puis je ne veux pas non plus entrer dans les ragots. Dans cette tentative de redéfinition de l'autisme féminin, les chercheuses pilotes ne pouvaient pas se désavouer mutuellement au sens de renier l'autisme de leurs proches ou d'autres, j'allais dire collègues de travail. Cela a abouti à un certain nombre de tensions et un profond malaise, hein, et d'une certaine façon aussi, les diverses porte-paroles de cette étude ont préféré refuser de s'exprimer publiquement pour ne pas devoir encaisser, on va dire, le contre-coup médiatique. Parce que, en effet, les attentes par rapport à cette étude avaient été que, d'une certaine façon, cela affermisse de façon scientifique la théorie de l'autisme féminin, alors qu'en vérité, l'étude tend vers l'exact inverse. Donc, j'allais dire, les personnes, les chercheuses
importantes de cette étude ont préféré ne pas prendre la parole publiquement par peur des représailles, quoi. Hein. Et ce n'est que tout récemment, ces derniers jours, que Laurent Motron, de façon un peu, je veux dire, cavalière, a pris la parole, pas exactement donnant le fond mot, le fin mot de l'histoire de cette étude, hein, mais quand même. Donc, affaire à suivre. Hein, les semaines et mois à venir risquent d'être tout à fait turbulents, peut-être certains diraient intéressants, quoi. En tout cas, et là vraiment, je sais que j'ai dépassé le temps, mais je vais essayer quand même, si vous permettez, quelques mots. L'autisme de nos jours se caractérise par un certain nombre de tournants. Un certain nombre d'évolutions. Quand je dis tournant, c'est au sens, par exemple, du linguistic turn en philosophie, etc. Hein. Donc, il y a un certain nombre d'évolutions massives qui ont un impact de longue durée. Alors, il y a le tournant féminin dont j'ai déjà un petit peu parlé. Hein. Il y a un tournant sensoriel dont j'essaierai de dire quelques mots. Il y a un tournant sexuel que j'appelle dans mon petit vocabulaire la vision sexualiste ou alors j'allais dire l'hypothèse sexualiste dans l'autisme. Il y a le modèle, et là je me suis totalement trompé, c'est pas modèle médical renforcé, mais modèle social renforcé, vous excuserez. Hein. Et puis l'effet d'éviction, on reviendra très rapidement sur ces éléments-là. Et évidemment, tout cela est alimenté non pas à coup de publications, j'allais dire scientifiques, ou pas exclusivement, mais à coup de vidéos sur YouTube. Hein, voilà. Donc, excusez. Prenons, j'allais dire, le tournant sensoriel. Alors, ce point-là mériterait, j'allais dire, des journées entières de discussion. Mais vraiment, je vais essayer de dire en 1 minute. Si vous prenez le descriptif classique, on va dire patriarcal de l'autisme, quelle était la part dévolue au sensoriel? Très peu, quasiment rien. Ce n'est que suite à du militantisme associatif très fort que dans le DSM, on a rajouté un tout petit item sur le sensoriel. C'est celui-là, là où je passe ma souris. Dans le DSM-5, on a rajouté ça par militantisme politique. Mais, je vais dire, dans l'autisme, on va dire classique ou patriarcal, si vous voulez, il n'y a quasiment rien sur le sensoriel. Je vous mets au défi, par exemple, d'éplucher les livres des années, mettons, 80 sur l'autisme, y compris ceux de Temple Grandin, et de me faire un relevé complet de leur particularité sensorielle. Alors, vous me citerez peut-être la machine à câlin de Temple Grandin, mais ce n'est pas exactement une thématique sensorielle au sens où aujourd'hui on l'entend. Ou si vous prenez par exemple un texte qui d'un auteur quand même, on va dire quasi au Dieu sur terre. Hein. Alors, bon, pour moi, c'est pas Dieu sur terre, c'est mon ancien ami Tony Attwood. Ah, donc, voici par exemple l'échelle dite australienne parce qu'il habite en Australie, de diagnostic des adultes. Je vous passe le texte, c'est sur des pages et des pages avec de très, très nombreux items. Si vous faites la liste de ce qui relève du sensoriel, ben en fait, il y a très, très, très peu de choses. Hein. Voyez, vous avez peut-être ici cette partie-là, et encore, c'est très flou, hein, et rien n'est dit de façon claire. Hein. Donc, dans la vision ancienne de l'autisme, il n'y avait quasiment rien sur le sensoriel. On ne peut pas dire que cela eût été par ignorance. Par exemple, vous voyez bien que Tony Attwood connaissait les questions sensorielles, hein, mais simplement, il n'y a pas prêté une très grande attention. Par contre, de nos jours, vous avez le tournant sensoriel. Si vous lisez les manuels ou grilles faites aujourd'hui sur l'autisme, c'est quasiment que du sensoriel. Vous avez une sorte, je caricature un peu, hein, je l'avoue, j'ai un peu de mauvaise foi sur ce point, mais vous avez quasiment une sorte d'égalité entre autisme et ne pas aimer le bruit des voitures qui passent, le fait de ne pas aimer, que sais-je, le bruit des voisins et de préférer être tranquille à la maison. Vous avez quasiment une sorte d'équivalence entre ces deux entités-là. Comment expliquer ce très brutal et très fort tournant sensoriel, quoi? J'ai une tentative d'explication hein, qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, et elle me vaudra sans doute encore plus d'ennuis que ce que j'ai déjà. Mais je pense que c'est lié, j'allais dire,
au devenir féminin de l'autisme d'une certaine façon. J'ai essayé de mettre une étude ici, et il y en a d'autres, sur par exemple la grande sensibilité sensorielle ou la plus grande sensibilité auditive en moyenne chez les femmes par rapport aux hommes, hors autisme évidemment. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas ce paramètre-là qui entre en ligne de compte? Certaines mauvaises langues disent que l'aspect sensoriel dans l'autisme est le seul que l'on puisse, j'allais dire, trafiquer ou sur lequel on puisse mentir. Bon, je n'oserais pas aller jusque-là, hein, mais néanmoins, on observe clairement que l'autisme est devenu folklorique à cet égard-là. De plus en plus, quand vous assistez à des événements sur l'autisme, vous verrez des personnes ayant le casque anti-bruit, les lunettes teintées, veste lestée, petit gris-gris entre les mains et se balance de diverses façons. C'est devenu une sorte, on va dire, de signe d'identification autistique. Hein. Et le plus saisissant, c'est d'observer comment les troubles sensoriels se développent chez les personnes à un âge relativement avancé de la vie adulte lorsque ces personnes découvrent l'autisme. Ça, c'est, je dirais, tout à fait un classique, quoi. Hein, et qui est douloureux à dire parce qu'on ne se fait pas des amis, évidemment, hein, mais que l'on peut observer avec une force absolument redoutable. Un deuxième glissement ou un deuxième tournant dans l'autisme, je vous avoue, j'ai commencé à écrire un livre qui est fini aux 2/3 sur le sujet, mais que sans doute je n'arriverai jamais à publié. C'est donc le tournant sexuel ou sexualiste dans l'autisme. Cette idée donc que l'autisme serait soit en tant qu'effet, soit en tant que cause liée à des problématiques sexuelles, ou alors que l'autisme serait une sorte d'orient des rêves érotiques. Évidemment, quand j'ai utilisé cette expression, cela vous a sans doute fait penser à ce livre devenu une sorte de sacro-saint ouvrage fondateur de l'université américaine en général, qui est le fameux livre dont j'ai mis la couverture tout à droite, donc d'Edward Said, Orientalisme. Donc, pour résumer vraiment de façon injuste ce livre plus intéressant que cela, c'est donc l'idée qu'au cours, par exemple, du 19e siècle, les Occidentaux ont élaboré une sorte d'orient des rêves avec toutes sortes d'images mentales de harem qui en fait étaient plus une projection des fantasmes érotiques des Occidentaux qu'une réalité. Parce que, faut-il le redire, les harems orientaux n'avaient absolument rien de ce que l'on croit parfois en Occident, mais peu importe. Donc, d'une certaine façon, par transposition, je me demande dans quelle mesure l'autisme est en train de devenir une sorte d'univers érotisé pour diverses personnes. Alors, évidemment, ça, d'une certaine façon, ça a commencé avec, entre autres, le fameux livre Silicon Syndrome, ici. Alors là, je vous ai mis la couverture entière, quoi, hein, vous voyez, qui, donc, de façon, j'allais dire, non brutale, hein, c'est un livre pudique, hein, mais initie cette idée que l'autisme pourrait être levé ou surmonté par, on va dire, une vie érotique, hein, que, j'allais dire, la bonne personne sait déclencher, quoi. Hein, et j'allais dire, le charme enchanteur d'une personne peut mettre fin à l'autisme du geek et l'éloigner de ses microprocesseurs et autres bricolages informatiques. Cette idée-là a été reprise dans toutes sortes de films. Hein. Si vous prenez par exemple un documentaire francophone qui a eu un succès considérable, hein, qui a été diffusé pour la première fois en 2012, le film Le cerveau d'Hugo. Alors, pour vous le dire de façon vraiment, ce film en fait a un très sombre secret que je ne peux pas vous dire parce que ça me vaudrait un procès, quoi, hein, d'autant plus que le secret me concerne moi. Mais le film, de façon, on va dire, affichée, quelle est l'histoire du film? C'est l'histoire donc d'un jeune homme autiste totalement
perdu hein, aux voies de clochardisation. Et c'est, j'allais dire, la caresse érotique, en tout cas amoureuse, d'une jeune fille qui va, j'allais dire, le remettre sur le droit chemin. Hein, c'est ça, véritablement, l'histoire du film Le cerveau d'Hugo. Et puis après, ça a été repris par beaucoup d'autres films. Si vous prenez ce film-là, Le goût des merveilles, quoi, d'ailleurs, auquel j'avais été un tout petit peu associé, mais ça mériterait d'autres discussions. Le goût des merveilles, c'est à peu près la même histoire. Il y a un jeune homme autiste un peu perdu, et puis via, j'allais dire, Virginie Efira, qui, j'allais dire, par son charme, on va dire, réussit à créer le fameux état hypnotique dont parlait Gene Hollands et qui, je veux dire, désautistise, on va dire, le personnage. Et ce thème-là est décliné à l'infini dans les films, mais aussi sur les forums, les réseaux dits sociaux, etc. C'est vraiment une thématique à dire dominante. Il y a évidemment, je veux dire, ce tournant sexuel se manifeste dans la vie même des personnes. Si vous prenez une auteure célèbre, que d'ailleurs j'avais connu, mais je passe le détail, Rudy Simon. Rudy Simon, grande auteur de livres sur l'autisme féminin, quoi. Et il a commencé ses premiers livres, étaient, j'allais dire, des livres relativement conventionnels sur, on va dire, l'autisme féminin, qui d'ailleurs pouvaient servir pour l'autisme masculin. C'est elle qui a forgé ce concept de Asperger's. Mais si vous suivez ces publications successives, vous voyez de plus en plus le développement de la thématique sexuelle. Et j'allais dire, le livre qui illustre cela de la façon la plus claire, hein, c'est donc le livre Sex and the Single Aspect, qu'elle a signé sous le pseudonyme Artemisia, mais c'est un pseudonyme assumé. Hein. Dans certaines éditions, il y a de marqué Artemisia Rudy Simon. Hein. C'est pas une autre personne. Hein. Et j'hésite à le dire puisqu'il faut quand même garder des convenances hein, dans un plan, sur un plan académique. Mais si vous ouvrez ce livre, dès la première page, il est donc question de nom d'organes génitaux. Hein, donc dès la première page, hein. La première ligne contient le mot féministe et je crois la 14e ligne commence avec les organes génitaux. Et donc, elle développe l'idée que, par exemple, son centre d'intérêt autistique à elle, c'est de compter les organes génitaux dans les musées, quoi, ou de compter ses partenaires affectifs dans les centaines, que c'est l'analogue, j'allais dire, du garçon autiste qui compte ses petites voitures, etc. Hein, c'est développé de façon absolument saisissante. Et puis, il y a une sorte d'atlas sexologique des hommes du monde autour de toutes sortes de paramètres anatomiques, pays par pays. Je vous passe le détail, c'est assez saisissant hein, quand on y songe. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est peut-être d'une certaine façon l'apothéose hein, de ce tournant sexualiste dans l'autisme qu'on peut observer sur Wikipédia aussi. Je n'ai pas terminé cette diapositive, d'autant plus je n'ai pas le temps, donc je dois vraiment aller au plus vite. Mais si vous prenez par exemple les contributions des Wikipédia autistes il y a une dizaine d'années, c'était des contributions extrêmement techniques sur tel ou tel sujet avec, j'allais dire, centre d'intérêt autistique, etc. Si vous prenez aujourd'hui les grandes figures hein, de l'autisme sur Wikipédia, qui sont d'ailleurs toutes des femmes. Hein. Il n'y a plus d'hommes autistes assumés en tant que tels sur Wikipédia, du moins en français. Hein. Donc, vous trouverez de plus en plus que, j'adore, les thématiques des contributions sont, par exemple, sur les questions de gender studies, de LGBT studies, queer studies, etc. Ah, ouais. Donc, en 10 ans, on a totalement changé de paradigme sur Wikipédia. Hein. Là, je suis gêné sur le deuxième sous-point, mais un certain nombre d'amis ou de connaissances et des personnes éminentes, hein, c'est-à-dire des personnes, si vous tapez autisme en français dans Google, là, ce sont les premiers noms qui s'afficheront peut-être. Hein. Ces personnes-là m'ont confié que finalement, le principal intérêt au diagnostic d'autisme, c'était, je les cite quasiment mot pour mot, la facilité de trouver du sexe, quoi, hein, ce qui est quand même assez étonnant. Quoi. Là aussi, on a changé
changer d'univers. Hein. Et il y a, ça serait une thématique à développer. Hein. Et il y a chez certains auteurs, je veux dire, peu importe les tendances personnelles des uns et des autres, mais il y a chez certains auteurs une sorte, on va dire, de dilection, si vous me passez le terme, pour, par exemple, direction érotique, oui, on peut l'utiliser pour un certain nombre, par exemple, de jeunes hommes, voire très jeunes hommes autistes. Et c'est ça, ce thème transparaît dans les écrits de Hans Asperger. En fait, Hans Asperger, de façon assumée, hein, il avait des coups de cœur pour certains jeunes garçons autistes, hein, à qui il laissait la vie sauve alors qu'il exterminait les autres. Et il y a quelque chose d'érotique que l'on retrouve. Hein. Mais bon, comme le temps presse, je ne peux pas entrer dans les détails. Troisième tournant, et j'essaie de faire rapidement, mais Dieu sait que j'ai des choses à dire sur le sujet. C'est le tournant de la neurodiversité. Alors, le terme neurodiversité que tout le monde utilise, ce terme vient de Judy Singer. Je dis à mon ami Judy Singer parce que nous nous connaissons, nous avons passé du temps ensemble. Donc, Judy est australienne, quoi, hein, voilà. Et donc, Judy a inventé ce terme vraiment pour dire en deux mots parce que tout le monde dans sa famille est bizarre hein, pour des raisons médicales diverses. Et puis, elle est aussi avec sa famille rescapée de la Shoah, ce qui rajoute, j'allais dire, un paramètre en plus à gérer, quoi, on va dire, sur le plan de la réflexion personnelle. Quoi, hein. Et donc, Jody a forgé ce concept de neurodiversité pour rendre compte de son expérience familiale, sachant qu'il n'y avait aucun terme médical unique qui puisse rendre compte du vécu de chacun des membres de sa famille. Quoi. Simplement, ce terme-là a changé de sens. Quoi. A changé de sens puisque désormais, hein, c'est devenu, on va dire, le flagship, le vaisseau amiral d'un certain nombre, on va dire, de militants. Et j'ai mis en bas de l'écran une phrase, mais je me rends compte que ma formulation est maladroite. Donc, Judy Singer vit dans la misère aujourd'hui, à peu près totalement oubliée. Mais si elle a été oubliée dans la misère, c'est qu'il y avait une raison. Et la raison, c'est que Judy Singer ne se retrouve pas du tout dans ce qu'on a voulu faire devenir de la neurodiversité. Je n'oserais pas répéter publiquement les paroles qu'elle m'avait dites dans l'entrebâillir d'une porte un matin de ce qu'elle pensait, par exemple, sur le mouvement féministe. Vous voyez? Donc, il est assez logique d'une certaine façon que Judy Singer, bien qu'elle ait été à l'origine du terme de neurodiversité, ait été mise, sans mauvais jeu de mots, à la porte. Et bon, ça mériterait beaucoup d'autres discussions. À titre personnel, j'aime beaucoup Judy Singer, puisqu'elle est passionnée donc des presque mêmes sujets que moi, à savoir les vieux manuscrits bibliques et autres. Et elle est très érudite sur le sujet, mais peu importe. Et puis, quatrième, je pense, dernier glissement, la notion de modèle social renforcé. Je ne vous lirai pas ce texte, j'essaie de dire vraiment une phrase, pardon, je vous accable de bavardage, mais l'idée est la suivante, c'est que traditionnellement, c'est-à-dire vraiment, on va dire au 19e siècle, le handicap était défini de façon médicale. Par exemple, un médecin décrivait la situation de vos genoux ou alors décrivait la situation, que sais-je, de vos viscères et il en déduisait un certain nombre de conséquences par rapport à votre état général, votre handicap. Enfin, ça, c'est schématiquement le modèle médical. Parallèlement à cela a émergé un modèle social qui fait du handicap non pas l'effet d'un paramètre médical au sens direct ou strict, mais le résultat d'un environnement social, certes fondé sur des paramètres médicaux. Pour le dire autrement, la personne, on va dire, mettons à mobilité réduite, ne peut pas accéder dans un bus, mais j'allais dire ce handicap-là est plus lié à l'inaccessibilité du bus, par exemple la présence de marche, plus qu'à, j'allais dire, l'état médical de ses genoux ou articulations. Ouais, vraiment de façon extrêmement grossière. Hein. Alors, ce paramètre, ce modèle-là, le modèle social, a été renforcé dans le cadre de l'autisme
puisqu'on a de plus en plus fait totalement se découpler l'appréciation sociale de l'appréciation médicale. En d'autres termes, on peut, et de plus en plus de gens le disent clairement, hein, on peut dire que l'autisme d'une personne résulte non pas d'une caractérisation médicale, mais par exemple du ressenti ou de l'identification, pour prendre le terme à la mode, l'identification de la personne par rapport à tel ou tel, on va dire, paradigme. Hein. Bah, alors, les quelques phrases que je vous ai citées proviennent de l'une des personnes les plus influentes, hein, sur le sujet, quoi. Et comme vous le voyez, elles sont toutes fraîches, quoi. Hein. Venons-en peut-être à l'un de ces résultats de ces diverses considérations. On en a presque fini, rassurez-vous. Le multiple effet d'éviction, quoi. L'effet d'éviction, effet d'éviction des autistes, évidemment, cette expression n'est pas de moi, hein, elle est de Natalia Pedemonte. Alors, cet effet d'éviction se produit à de nombreux étages. Hein. Premièrement, tout d'abord, il y a un effet d'éviction lorsque des personnes nouvellement diagnostiquées et légitimement diagnostiquées recherchent le mot-clé autisme sur Internet et voient le type d'endroit, j'allais dire, désigné par le label autisme. Voyez, j'ai utilisé des vocabulaires extrêmement forts dans mon petit texte. Peut-être que je n'aurais pas dû, mais c'est à peine une exagération. Hein. Il est loin le temps où entre autistes on discutait de la collection d'allumettes ou des particularités de la cristallisation rhomboédrique des minéraux. Aujourd'hui, il est plutôt question d'alcool, de sexe, de drogue et de parties au sens anglais du terme, j'allais dire plus ou moins libertine, hein, et ce n'est pas une exagération. Hein. D'autre part, deuxième effet d'éviction, c'est que désormais l'afflux de personnes, notamment adultes autistes, qui veulent un diagnostic est devenu tel que pour patienter les années requises et obtenir le diagnostic, eh bien, ironiquement, il soit nécessaire d'avoir des compétences sociales très poussées. Et d'une certaine façon, avec une pointe d'exagération, mais à peine, ce sont les personnes les moins autistes qui sont diagnostiquées désormais, hein, puisque jamais un adulte réellement autiste ne ferait toutes les démarches et ne jouerait la comédie requise face, on va dire, aux professionnels. Hein. Ce qui est tout à fait intriguant. Quoi. Également, troisième petit point, c'est que les responsables des structures, projets, événements, vraiment au sens le plus large, préféreront toujours être avec les personnes les moins autistes, sinon avec les personnes franchement pas autistes du tout. Tout simplement parce que d'une certaine façon, c'est plus facile à gérer quand on est soi-même non autiste. Et puis, sur un plan médiatique et autres, c'est tellement plus porteur. Hein. Voyez, c'est tellement plus porteur, par exemple, de réaliser des films sur, par exemple, que sais-je, la vie affective d'une jeune personne, plutôt que de faire un film sur des personnes autistes ayant des handicaps extrêmement marqués, quoi. Voyez. Et puis également, autre quatrième petit item, c'est un constat perturbant. Pourquoi est-ce que nous perdons tant de militants autistes, notamment des générations précédentes? C'est que inévitablement, comme les personnes réellement autistes ont un sens de la justice très poussé, ces personnes-là feront remarquer aux différents responsables leurs erreurs. Et donc, les organismes et groupes dans l'autisme tendent à devenir des espèces de machines de guerre destinées à réduire au silence des autistes. Je le dis un peu vite, mais il y a une quantité d'exemples à donner. Et puis, il y aurait peut-être un cinquième effet d'éviction, celui qui est peut-être le plus terrible, que je n'ai pas pensé à mettre. C'est ce que j'appellerais, à titre personnel, c'est mon vocabulaire, le théorème du faux monnayeur. Hein. N'importe quel faux monnayeur sait qu'il ne faut jamais mettre un faux billet à côté d'un vrai. Par exemple, si vous voulez écouler de la fausse monnaie, il ne faut jamais faire un même achat avec un billet faux et un billet vrai.
Pourquoi? Parce que même le vendeur le moins averti, lorsqu'il verra côte à côte un billet faux et un billet vrai, saura que l'un des billets est faux. Lorsqu'il y a le référentiel vrai juste à côté du faux, eh bien, la fraude est particulièrement visible, hein. Et je pense que dans le monde de l'autisme, on retrouve ce type de mécanisme. Un certain nombre de personnes influentes, visibles, puissantes dans la vraie vie comme sur les réseaux sociaux, préfèrent éviter à tout prix d'être en présence d'une personne lourdement handicapée. Parce que cette juxtaposition-là ferait, on va dire, surgir ce moment de vérité. Bon, je passerai étude de cas, c'est juste à la conclusion, hein, une fameuse association, hein, voilà. Je veux dire, par pudeur, je n'ai pas osé publier un certain nombre de dessins, on va dire, clairement érotiques et nombreux. J'ai mis celui-là qui est un peu à la limite de ce que l'on peut montrer dans un cadre académique émanant d'une personne. Vous pouvez lire vous-même, hein, son autodescriptif, hein, voilà. Donc, cette personne que je ne connais pas directement se décrit comme pute neurodivergente, vous voyez. Et donc, pour cette image, en fait, une histoire, mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que le temps vraiment nous manque. Simplement, au terme de conclusion, en guise de conclusion, je vous propose une petite réflexion. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, la grande mode, c'était le spiritisme. Vous voyez, et donc les plus grands esprits de l'époque, savants ou autres, se réunissaient autour, je vais dire, des phénomènes spirites, hein. Généralement, quand on creusait un petit peu, on se rendait compte que c'était des supercheries grossières, hein. Par exemple, le grand maître spirit avait un mécanisme avec des cordes et il faisait bouger des bougies allumées et faisait croire à je ne sais quel phénomène spirit, hein. Et donc, la grande question qui se posait dans les milieux savants il y a un siècle à peu près, c'était la suivante. Et si on enlevait toutes les supercheries du monde spirit, est-ce qu'il y aurait encore des phénomènes spirites? Alors, je n'ai pas la prétention de répondre à cette question-là, mais vous voyez où je veux en venir. Et un personnage qui est devenu sans doute le plus célèbre des prestidigitateurs, bon, c'est question d'appréciation personnelle, mais en tout cas dans le monde anglophone, c'est le plus célèbre, à savoir Houdini. Donc, lui, il avait passé une bonne partie de sa vie à démonter les trucs et astuces de ses collègues, anciens collègues prestidigitateurs. Et de là, cette phrase que j'ai mise, hein, que, en fait, pour lui, pour Houdini, tous les phénomènes spirites étaient le résultat, j'allais dire, de cerveaux trompés. C'est une phrase très forte, mais il y en a une autre, ce que j'aimerais dire, peut-être finir sur ça, hein. J'ai fait un constat assez terrifiant, épouvantable même. Si vous prenez les personnes autistes francophones les plus visibles, les plus célèbres, les plus puissantes, et si vous grattez un petit peu leur vie, ben je peux vous dire que vous trouverez tout sauf de l'autisme. Et c'est très, très perturbant. Et c'est une source, j'allais dire, de perplexité pour moi. Je ne peux pas entrer dans les détails, bon, d'une part par respect de la vie privée, d'autre part parce que je n'ai pas de sous pour l'avocat, mais je dirais, parfois, ce sont des réflexions qui m'empêchent, j'allais dire, de dormir sereinement la nuit. Je présente mes plus vives excuses de nous avoir abreuvé d'un tel bavardage, d'avoir dépassé. Je m'arrête là et peut-être, si vous le souhaitez, on peut avoir un petit échange. Merci pour votre patience. Alors, merci beaucoup à vous, Joseph Chovanec, pour cette vraiment très intéressante présentation de ce matin. Vraiment, c'était comme toujours extrêmement intéressant de vous écouter, d'entendre votre point de vue, vos réflexions sur la question. Et donc, merci de nouveau pour votre adaptation au cadre donc, très particulier de la conférence.
Nous pouvons maintenant ouvrir un moment de discussion pour savoir s'il y aurait des personnes en fait qui auront des questions en lien avec votre visioconférence. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, qui vous remercient, donc vous pouvez le voir aussi C'est gentil. dans le chat. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser Ah, voilà. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Chovanec. Merci pour votre Bonjour. conférence. C'est toujours passionnant, effectivement, de vous entendre. Je vous suis beaucoup sur Internet et puis c'est vrai que moi, j'avais une question par rapport, en fait, au tri neuronal que chez les enfants autistes, en fait, avant l'âge de 3 ans, le tri neuronal, en fait, ne peut pas se faire. Et puis, du coup, je me posais la question par rapport à la plasticité de leur cerveau. Est-ce que ça permet vraiment de garder un plus grand nombre de neurones, si je comprends bien? Donc, ma question, en fait, c'est, au regard des personnes avec le syndrome Asperger, serait-ce le fait que le tri neuronal n'ait pas pu se faire avant l'âge de 3 ans qui leur confère donc des qualités de surdoués dans certains domaines? Ah, merci beaucoup pour votre question. La notion donc de tri neuronal, je ne suis pas spécialiste de médecine, mais je pense pouvoir quand même dire quelques mots si vous le permettez. La notion de tri neuronal qui ne se fait pas ou se fait moins chez des enfants autistes, en effet, je pense qu'on peut le voir sous un angle positif au sens où cela permet une plasticité du cerveau tout au long de la vie. Évidemment, chez les gens autistes ou non, la plasticité du cerveau est supérieure pendant les très jeunes années, d'où d'ailleurs la nécessité, ardente nécessité des interventions précoces. Mais j'allais dire, dans la suite de la vie, il est important de savoir que j'allais dire, cette plasticité existe. À titre personnel, je peux en témoigner, je pourrais développer ce sujet longuement. On peut apprendre à parler à 30 ans passés, quoi. Voyez? C'est un peu perturbant par rapport à certaines théories, pardon, de citer Piaget, par exemple, qui semblait dire le contraire, mais on peut avoir un apprentissage à un âge poussé et avec ce que j'appellerais un recablage du cerveau, quoi. Vous pouvez apprendre à jouer du piano à 50 ans passés quand vous êtes autiste avec, on va dire, un handicap particulièrement lourd. Et la personne que j'ai en tête, c'est évidemment Kim Peek, donc le vrai Rain Man, qui donc avait fait cet apprentissage alors même qu'il avait un handicap extrêmement lourd sur le plan moteur et autres. Également, j'allais dire sur le plan donc du tri neuronal moins fait ou non fait, peut-être que cela pourrait évoquer ou expliquer les connexions, associations d'idées que certaines personnes peuvent réussir à avoir en termes d'innovation. Parce que l'innovation intellectuelle, de quoi s'agit-il? Généralement, il s'agit du croisement de données entre deux champs de disciplines, par exemple, qui n'étaient pas jointes précédemment. C'est de là, de ce croisement, que surgissent généralement les grandes idées, que ce soit la tectonique des plaques, que ce soit d'autres, on va dire, innovations intellectuelles. Et peut-être c'est cette possibilité, je veux dire, de réaliser de nouvelles jonctions neuronales qui permet ça de façon privilégiée. En tout cas, ce que je peux vous dire pour avoir eu la chance de suivre des personnes autistes parfois très lourdement handicapées sur des années entières, c'est que souvent on ne les reconnaît plus au bout de quelques années, lorsque l'on crée évidemment un cadre correct. Je me garde bien de donner des détails pour qu'on ne puisse pas identifier les gens. Mais par exemple, l'un de mes étudiants, celui avec qui je passe le plus de temps par semaine et avec qui je serai encore cet après-midi, c'est une personne, si je vous montrais une photo, une personne très lourdement handicapée, au sens que si vous voyez la photo, vous avez tendance à vouloir le placer dans un lieu clos, avec à
alimentation, on va dire, intrabuccale, hein, on va dire comme cela. Hein. Mais cette personne-là, j'allais dire, a développé au fil des années par la lutte acharnée de ses parents, de la communauté universitaire, des connaissances et une spécialisation dans un domaine très particulier de l'histoire. Hein. Et je pense pouvoir dire que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'universitaires, y compris toutes sortes de prix Nobel, mais j'ai rarement vu des personnes ayant une si authentique érudition. Hein, dans divers domaines d'ailleurs, hein, que ce soit sur Shakespeare ou autre. Hein. Donc, il y a là véritablement un sujet profondément d'espoir. Hein, et donc, je ne pense pas que la carence du tri neuronal soit une déficience, soit un handicap. J'aurais plutôt tendance à voir de façon positive. Sachant que là encore, hein, je n'ai pas de prétention de connaissances scientifiques en matière d'imagerie cérébrale. Hein. Ça, j'allais dire que détails techniques, il faudrait sans doute demander à plus érudits que votre serviteur. Merci pour votre réponse, Monsieur Jovanec. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires? Pas forcément des questions, des personnes qui aimeraient partager quelque chose. Alors effectivement, le cadre il ne se prête pas facilement à ce genre de discussion, de débat. C'est fort malheureux, mais... Ah, peut-être il est possible de poser des questions par écrit aussi, si c'est plus facile pour certaines personnes. Tout à fait. On va un petit moment. Alors, ça n'a pas forcément l'air d'être le cas. Donc, de la part de l'ensemble du public de ce matin, je vous remercie, Joseph Chovanec, de votre visioconférence, de tout ce que vous avez partagé avec nous. Toujours passionnant, extrêmement intéressant. Donc, chaque année, j'ai beaucoup de plaisir à vous entendre. Et donc, vous remercie pour cette intervention matinale. Alors, comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est donc le dernier cours du module E8.2 dans le cadre de ce semestre de printemps 2020. Voilà, c'était la façon de marquer en fait la fin du semestre pour ce module en tout cas. Et donc, voilà, les questions relatives à l'examen, elles reviennent. Alors, j'aimerais prendre juste deux minutes donc pour vous dire donc pour plutôt rappeler qu'il s'agit donc d'un examen écrit, que l'examen se déroulera le 26 juin à 8h30 le matin sur Moodle. Donc, il faudra absolument que chacun et chacune d'entre vous soit sur Internet et avec accès donc à la plateforme Moodle. Vous allez découvrir le jour même, donc à 8h30, deux questions d'examen qui vont porter sur les enseignements, autant ceux que vous avez eus en présentiel que ceux qui ont eu lieu à distance, donc de deux professeurs différents. Donc, il y a eu un pool de questions qui a été généré parmi les différents professeurs qui ont donné des cours. Et ces questions vont être distribuées de manière aléatoire entre les différentes personnes donc inscrites à l'examen E8.2.
Donc, l'examen va durer 4 heures et voilà, on vous suggère néanmoins de repartir votre temps à 2 heures de réponse à la première question et 2 heures de réponse à la deuxième question ou plutôt au deuxième enseignant. Donc, votre réponse, elle va devoir tenir sur 2 pages Word. Donc, c'est une réponse à chaque question. Donc, une question, c'est 2 pages. Et étant donné que vous allez avoir 2 questions, donc le document que vous devez rendre sera un document de 4 pages en total. Et puis, vous allez avoir des consignes très spécifiques par rapport à l'interligne, à la police. Et tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, vous devez rendre votre copie le 26 juin, donc à 12h30 pile. Et bien évidemment, pour les personnes qui disposent des conditions particulières avec certificat médical à l'appui, ils vont disposer de temps supplémentaires pour rendre leur copie. Donc, nous allons gérer voilà, tout cela. Les personnes l'ensemble en fait des enseignants, ils vont être disponibles par email le matin. Donc ça aussi, ça va être une consigne que vous allez recevoir par écrit. Donc les enseignants, ils seront disponibles le matin même pour répondre à des questions que vous pourriez avoir en lien avec la formulation concrète, formelle des questions d'examen. Donc, vous aurez environ une demi-heure pour poser les questions aux enseignants spécifiques sur les questions desquelles vous êtes tombé. Donc voilà, vous aurez, je pense, l'occasion de faire ça par email, histoire de ne pas déranger tout le monde. Et puis, voilà, donc l'ensemble de ces consignes va être publié de manière formelle donc sur la page de Moodle. Donc, vous allez avoir accès à toutes ces informations. Et bien sûr, le décanat, il va se positionner pour des questions d'ordre, je dirais, un peu plus méta, qui concernent voilà, des difficultés éventuelles qui pourraient surgir au niveau de la connexion Internet et des difficultés donc d'ordre technique. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions en lien avec voilà, ce que je viens de dire, ces consignes assez brèves. De nouveau, vous allez les recevoir dans les plus brefs délais, donc par écrit, une fois que le décanat aurait donné le feu vert. Et bien sûr, je reste à disposition pour répondre à des questions si vous en avez. Je vous rappelle que vous avez également l'opportunité de poser vos questions relatives au contenu des cours dispensés dans le cadre du module sur la page Moodle. Donc, il y a l'espace questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet espace. Ça fonctionne bien. Et je le surveille quasi quotidiennement pour voir s'il y a eu des nouvelles questions. Il me reste à vous remercier de votre présence ce semestre, de votre implication, voilà, du travail que vous avez fourni lors d'un semestre extrêmement particulier, et ceci donc exactement vraiment pour tout le monde. J'espère que vous avez voilà, que ça n'a pas été forcément extrêmement difficile, que vous avez pu gérer cette situation avec les ressources que vous avez. Je suis certaine que vous en tirez des choses très positives de cela. Il n'y a pas que des négatifs, donc il faudra essayer de voir les choses du côté positif. Et donc, il ne me reste que de vous souhaiter en fait une session d'examen sereine avec la conviction dans vos profs qu'en fait, ils vont prendre en considération la particularité de ce semestre, la particularité de cette session d'examen. Et donc, voilà, de vous souhaiter
bonne chance pour la session d'examen, pour la suite. Au plaisir de vous retrouver dans la suite de votre formation. Et en l'espérant aussi, en vous souhaitant à toutes et à tous un bel été. Merci encore à Joseph Chovanec. Merci également à la professeure Evelyne Domaine qui a bien sûr fait... Encore une question. Oui. J'ai une question. Je m'excuse, j'interromps. Il y avait une personne qui vous demande, Joseph, ce que vous pensez de la série Netflix Atypical. Merci pour la question. Vraiment, en 10 secondes, vous l'avez compris, je suis un vieux dinosaure. Donc, j'ai entendu parler de Netflix, mais guère plus. Je n'ai pas regardé la série, mais tous mes amis en disent des éloges. Donc, je suis absolument confus de ne pas suivre les séries sur Netflix. Mais néanmoins, je pense que de diverses séries sur l'autisme, elle est celle qui recueille, on va dire, un large consensus. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Très bien. Alors, pour rappel, donc, cette visioconférence, elle a été enregistrée et donc elle sera déposée sur Moodle dans le courant de la journée pour ceux et celles qui souhaitent la réécouter ou qui n'ont pas pu y assister dans la session de ce matin. Donc, merci encore à tout le monde. Et voilà, il ne me reste de nouveau à vous souhaiter une belle journée et une belle suite. Au revoir. Beaucoup, bonne journée. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Merci pour tout, au revoir. Au revoir, Nawal. Voilà. Evelyne, pardon. Oui, je suis là. Je crois que presque tout le monde est loin. Oui, juste alors suspendre, arrêter.